voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, nous accueillons Joséphine Coleman-Berger, le maire Les Républicains de Plaisir. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Mère de 3 enfants, vous avez 65 ans, vous avez été comédienne, metteur en scène pendant plus de 20 ans. Vous êtes rentrée dans la vie politique en 2001 en devenant adjointe au maire délégué à la culture et à la communication. Vous le resterez d'ailleurs jusqu'en novembre 2012, date à laquelle vous remplacez le maire de l'époque, Joël Regnault, alors démissionnaire. Est-ce que votre vie d'avant vous manque-t-elle, celle d'une femme de théâtre? Est-ce que ça vous manque aujourd'hui? Parfois. Oui, je pense que quand on a partagé des moments aussi forts que des moments de metteur en scène et de comédienne avec une compagnie théâtrale, avec, je dirais, des projets, avec tout ce que peut connaître des artistes, c'est sûr que parfois ça peut manquer, mais je pense qu'au contraire, ça m'a apporté quelque chose de passionnant, puisque ça m'a apporté une vision particulière aussi de la société. Je crois que la culture, c'est quelque chose qui est tellement fondamental et qui est un monde aussi où on apprend en permanence, où on cherche, où on est dans une connaissance très développée des choses, je pense que, et puis une sensibilité émotionnelle aussi. Je pense que ça m'a apporté un bagage. Élue en mars 2014, dès le premier tour, vous êtes l'élue féminine à la tête de la commune la plus importante du département, présidente de la communauté de communes de l'Ouest parisien. Vous êtes également devenue, il y a quelques mois, conseillère départementale déléguée à l'environnement, la culture et le tourisme. Avec vous, nous allons parler de la future intégration de votre ville au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous parlerons de l'actualité, de Plaisir également, et puis des élections régionales qui approchent. Tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et connaître votre point de vue sur l'actualité. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a récemment critiqué le statut des fonctionnaires et il juge qu'il n'est plus, je le cite, adéquat. Partagez-vous cette opinion? J'aurais un avis un petit peu plus mitigé. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses à revoir. Il est important dans cette société qui est une société changeante, une société en grande difficulté, peut-être d'avoir une vision assez équitable des choses. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui les fonctionnaires sont gagnants par rapport aux autres emplois, mais il est clair que c'est une sécurité de l'emploi qui aujourd'hui est fortement importante. Mais je crois qu'il y a quelque chose à voir et à réanalyser certainement. En Grèce, Alexis Tsipras et son parti Syriza ont remporté de nouveau les législatives malgré les mesures drastiques qu'il a été obligé de prendre pour rester dans la zone euro. Les Grecs lui font toujours confiance pour sauver le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réélection ? Ça m'inspire que la Grèce est dans un vrai problème profond. Et aujourd'hui, il apparaît comme étant le sauveur, en tout cas un sauveur dans ce moment fort de la Grèce. Ça m'interpelle un peu quand même, puisque je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui on fait, en tout cas au niveau de l'Europe, ce qu'il faut pour véritablement appuyer la Grèce. Être une femme, avantage ou inconvénient pour réussir en politique ? Je n'y pense pas que je suis une femme. On vous le fait remarquer parfois ou pas ? Oui, on me le fait remarquer, ou bien parce qu'on me dit mais tu te rends pas compte, tu gères une ville aussi importante. Oh, mais alors Comme si c'était impossible. Comme si c'était, étonnant, impossible. Je vous avoue, et c'est quelque chose que je répète en permanence, quand je travaille pour l'intérêt général, je ne pense pas que je suis une femme, je travaille, point. Vous êtes le maire ? C'est uniquement. Ça, tout à fait. Quelle est la dernière pièce de théâtre ou le dernier spectacle que vous avez vu ? Si vous avez encore le temps d'y aller. J'essaie. Alors j'ai vu La Traviata, l'opéra qui s'est fait sur les opéras en plein air. Je suis allée aux Invalides pour voir cette mise en scène d'Ariel Dombal. Moi, je suis une passionnée à fond vraiment de tout ce qui est opéra, puisque mon père était musicien et j'ai été bercée vraiment dans l'opéra lyrique, surtout l'opéra italien de Puccini, Verdi, etc. C'est en ce moment la fête de la gastronomie. Quel est votre plat préféré ? Les pâtes.
La simplicité. Ce sont mes origines italiennes, même si mon nom ne le dit pas, mais je suis italienne. Marzia Gori, et ma première langue était l'italien. Je suis arrivée en France avec mes parents, je suis une immigrée. Et donc, les pâtes, c'est ma base de nourriture. Mais si vous êtes allé en Italie, vous savez qu'on peut les manger de 1000 façons. Les plats les plus cités par les Français sont le couscous, moules frites, et le numéro 1, c'est le magret de canard, plutôt étonnant. Le pape François s'est rendu en début de semaine à Cuba. Il y a notamment rencontré Fidel Castro. Il a aussi célébré une messe. Il affirme vouloir bâtir des ponts là où s'élèveraient des murs. Selon vous, le pape a-t-il un réel poids politique aujourd'hui ? Certainement. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que l'on dit de lui, c'est qu'il n'est pas là pour faire la révolution, mais il est là pour faire évoluer les choses. Et je pense qu'il en prend le chemin. Et à ce point de vue-là, je crois qu'il donne des leçons aux plus grands hommes politiques d'aujourd'hui. Vous qui avez été notamment mise en scène, vous avez notamment mis en scène des bandes dessinées au théâtre comme Les Bidochons ou Carmen Cru. Quel est votre personnage de BD préféré à vous ? En tout cas, celui qui pourrait vous le... Mais Carmen Cru, parce que Carmen Cru, forcément, c'est un personnage, c'est une femme d'abord, ensuite, bien qu'on ne s'en rend pas bien compte, hein, mais, et puis elle a du caractère, et puis elle est drôle. C'est à vous de me le dire. Au niveau du caractère, c'est possible. J'espère que je ne ressemble pas physiquement, pas encore en tout cas. Mais non, je plaisante. Il y a énormément de bandes dessinées que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Le Chat du Rabbin, par exemple. C'est une de mes BD préférées en ce moment. Dernière question, l'accueil des migrants. Êtes-vous favorable à un système de quotas de répartition dans les différents pays européens ? Et deuxième question, est-ce que la ville de Plaisir pourrait, elle, se porter volontaire pour accueillir des réfugiés ? Le mot quota ne me plaît pas. J'ai toujours du mal avec ça. Vous qui avez d'ailleurs un passé, puisque vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas français, je crois ? Non. Vous étiez naturalisé plus tard, donc c'est peut-être une question qui vous touche plus personnellement que d'autres mères. C'est-à-dire que je sais ce que ces gens vivent, hein, même si c'est plutôt mes parents qui l'ont vécu, parce que moi j'étais jeune, mais c'est vrai que je comprends cette détresse. Ce qui ne me plaît pas dans ces termes de quotas, c'est peut-être uniquement de la sémantique, mais il est clair que toute l'Europe doit avoir un regard particulier là-dessus. Moi, j'ai envoyé un courrier à différentes personnes pour signaler que la ville de Plaisir prendrait aussi sa part, je dirais, d'accueil, mais dans la mesure, effectivement, d'une prise en charge aussi par l'État, avec quelque chose d'un petit peu plus précis que ce que nous a dit le ministre la semaine dernière par rapport à cet accompagnement qu'on ne connaît pas vraiment sur la durée. En tout cas, je peux vous dire que j'ai déjà demandé sur la ville de Plaisir que l'on fasse des calculs pour pouvoir voir dans quelles conditions. Pour l'instant, vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez accueillir, combien de... Moi, j'aurais tendance à dire 10 à une dizaine de familles. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de l'hebdo politique, nous allons aborder les différentes actualités qui concernent votre ville, à commencer par un sujet qui est très local mais d'une grande importance pour la commune de Plaisir. Ce sont les travaux de la route départementale 30, la RD 30 comme on l'appelle, en travaux depuis le mois de janvier. Ma question est simple, où en est-on dans les travaux ? Y a-t-il du retard sur le calendrier prévu ? Écoutez, ça se passe très bien. On est vraiment enchanté de la qualité de ces travaux. Il n'y a pas de bouchons particuliers. Pas plus qu'avant. Les travaux ne créent pas plus de bouchons qu'avant. Non, c'était notre crainte. Hein. D'ailleurs, je disais toujours à la population, vous allez me haïr pendant tous ces travaux. Visiblement, c'est pas le cas, même si bien évidemment, ça peut interroger certaines personnes sur la pollution que ça peut avoir actuellement au niveau du bruit et de la poussière. Mais il est clair que ça se passe très très bien. Les retards de travaux, non, il y en a pas. On nous a dit peut-être un mois, un petit mois, mais un mois sur 36 mois, c'est vraiment rien du tout. Si on a la chance d'avoir un hiver pas trop rempli d'intempéries, ça devrait très bien se passer. C'est vraiment, je suis ravie. D'ailleurs, j'en fais part régulièrement au département pour les remercier du choix de l'entreprise, en tout cas qui a été fait bien sûr sous forme de marché, mais qui est vraiment remarquable. Les travaux, c'est jusqu'en juillet 2017, été 2017, c'est ça ? C'est cela. Ces travaux, c'est un coût, 80 millions d'euros. C'est tout financé par le département, département, et puis région est intervenue aussi sur une partie beaucoup plus minime. C'est le département qui a pris la grande part du projet. Le département qui effectivement était sur cette aventure, on va dire, importante, qui va changer considérablement le visage de Plaisir, hein, puisque l'entrée de Plaisir par la Nationale 12 va être complètement modifiée. Et ensuite, au niveau du cœur même de Plaisir, ça va passer en souterrain. Donc, on va, je dirais, redonner la ville à la ville. Tout le monde pensait que ça pourrait être une saignée très importante et très négative. Ça ne sera pas du tout le cas. Et il est clair que pour nous, c'est un vrai plus.
Autre sujet d'actualité pour la ville, c'est le quartier du Valibou, pour lequel un contrat de ville a été signé au début de l'été. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas, à quoi ça sert un contrat de ville pour un quartier ? Alors, il y a deux choses. Il y a la politique de la ville, déjà, qui est un vrai projet de territoire au niveau du social et des médiateurs qui vont être encadrés par un agent de la ville, qui vont véritablement impacter sur tout ce qui est action, que ce soit sur la solidarité, sur les problématiques sociales, mais également sur l'emploi, sur le scolaire. Il y a toute une série de médiations qui sont mises en place. Et ensuite, nous avons obtenu aussi l'ANRU, qui est cet accompagnement de modification du quartier au niveau de l'immobilier, au niveau des commerces. C'est un énorme projet. Notre projet est le numéro 1 de la région Île-de-France, ce qui veut dire que l'accompagnement va être suffisamment conséquent pour que nous puissions avoir un regard complètement changé. Alors, ce qui est très important, et je voudrais juste rajouter ça, c'est que ce projet de réaménagement du quartier, non seulement de réhabilitation des logements sociaux, mais aussi de tout le quartier, qui est le quartier commercial en plein centre, eh bien, va engendrer des démolitions, celle du silo qui aujourd'hui enclave le quartier du Valibou à la ville. Et ce grand projet s'intègre également à la requalification du centre-bourg de la ville de Plaisir, qui va donner véritablement une vision de ce centre complètement différent. Nous avons une chance inouïe, c'est que le Valibou est au cœur même de la ville et non pas excentré sur les côtés. Donc ça veut dire qu'on va vraiment les noyer dans les actions de la ville. Un contrat de ville, c'est combien de millions d'euros de soutien financier pour vous ? Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la somme puisque nous ne l'avons pas encore, puisque nous attendons la réponse de la région qui doit venir abonder et qui n'a pas donné encore son aval, oui, mais le montant sur lequel il va nous accompagner. Mais en général, c'est quelques millions d'euros. Quel type d'action ça permet un contrat de ville de mettre en place, typiquement, comme exemple concret ? Alors, typiquement, par exemple... Vous avez mis en place, par exemple, un conseil, je crois, citoyen. Oui, on a mis en place, d'ailleurs je crois qu'on est une des rares villes dans les Yvelines à l'avoir mis en place. On a une représentation d'une dizaine de personnes qui sont vraiment issues du quartier, qui vont travailler en lien non seulement avec les associations du quartier sur des projets, que ce soit culturels, sportifs, accompagnement scolaire, mais aussi la prévention, aussi la sécurité sur le quartier, toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans un quartier sensible. Donc ce conseil citoyen va travailler avec le conseil de quartier, mais également avec tous les préventionnistes et tous les médiateurs du quartier. Donc ça a des actions très multiples et variées, et surtout ce qui est très important, c'est que ça part de la petite enfance jusqu'au presque aux seniors aussi, si je puis dire, puisqu'on est dans une vraie dynamique de quartier intergénérationnel. C'est redonner du pouvoir finalement à ceux qui vivent dans ce quartier-là. C'est leur donner, moyen d'agir. Oui, du pouvoir, mais surtout leur donner l'envie de sortir du quartier et de venir à l'extérieur. Le but n'est pas de refaire au sein du quartier tout ce que l'on fait déjà au niveau de la ville, qui est déjà énorme, au niveau culturel et sportif, ne serait-ce que pour ça, mais aussi au niveau des maisons des familles, puisque nous avons 3 maisons des familles. C'est de les inciter à venir à l'extérieur et de se sentir partie prenante de l'ensemble de la ville. Ce sont des habitants comme les autres, et j'en suis très fière. On précise que ce contrat de ville a été signé pour 6 ans entre de nombreux acteurs, la ville, la préfecture, le conseil départemental, la région Île-de-France et Pôle emploi notamment. En parallèle, vous le disiez également, le Valibou a été sélectionné par l'ANRU. Là, il s'agit du coup du renouvellement urbain. C'est ça. Précisément, ça va être des bâtiments qui vont être démolis pour en construire des nouveaux. Ça va être des rafraîchissements de façade ? Pas forcément. Alors aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a déjà la réhabilitation du Valibou par le bailleur qui est l'Aupivoix, qui aujourd'hui commence la 2e tranche de travaux de réhabilitation. Mais quand on parle de l'ANRU, c'est véritablement un impact sur la totalité. Comme vous disiez, il peut y avoir des démolitions de bâtiments pour en reconstruire d'autres. C'est pas du tout pour... c'est pour améliorer. Aujourd'hui, on n'en est pas là, puisque cet ANRU est en étude actuellement et il va arriver au mois de décembre à une étude qui va donner les premières conclusions de ce que l'on pourrait faire en lien avec ce que je vous disais précédemment sur la requalification du centre-bourg. Parce qu'on a l'avantage d'avoir du foncier tout autour du quartier qui va nous permettre d'ouvrir ce quartier et de construire peut-être un centre commercial complètement différent, beaucoup plus excentré,
et une démolition, en tout cas ça nous le souhaitons, de ce fameux silo qui est un centre, comme je vous le disais, complètement, qui donne une image très 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 négative et très poreuse au quartier. Du coup, là aussi, en termes de moyens financiers, vous ne savez pas quelle va être l'enveloppe encore? Il faut attendre les premières conclusions? C'est exactement ça, j'en saurai plus au mois de décembre, mais en tout cas, on est dans une perspective très positive sur l'idée de se dire qu'on va pouvoir faire des choses très fortes, très importantes. Puisque l'on parle de moyens financiers, autre sujet, la semaine passée, de nombreux élus ont défilé pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans les Yvelines, à Poissy, à Rambouillet et à Versailles notamment. Vous étiez mobilisés également? Eh bien écoutez, moi j'étais à Poissy. J'étais sur l'estrade avec Monsieur Larcher, Madame Pécresse, David Douillet et Carl Olive et d'autres maires. En tant que maire de Plaisir, bien sûr, et conseillère départementale, il me semblait indispensable d'être là. Et ensuite, je suis allée à Versailles, où j'ai été reçue avec d'autres maires également, sous la houlette de M. Guy Pélissier, qui est le président de l'Union des maires des Yvelines. Moi, je suis secrétaire générale. Nous avons été reçus par le préfet, où nous avons justement évoqué tous ces sujets de problèmes de dotation et de perte de dotation. Ça représente combien pour une ville comme la vôtre, comme Plaisir? Ça représente sur 3 ans 5 millions d'euros. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques que vous menez qui sont menacées à cause de cette baisse des dotations? Oui, bien sûr. Au même titre que les autres, je dirais que l'année dernière, on a dû faire une baisse un tout petit peu sur les subventions sportives, au niveau de la culture aussi, un tout petit peu au niveau du scolaire, mais très peu. Nous sommes vraiment sur des baisses à minima. Mais il est clair que cette année, je dois retrouver 2 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement. Alors justement, sur le fonctionnement, il ne Oui. s'agit pas d'impôts locaux? C'est sur le fonctionnement. Pas de hausse d'impôts locaux qui sont prévus pour le éventuellement? Alors, pour le moment, j'ai toujours dit qu'on essayait de faire au mieux. Je vais discuter de tout cela lors d'un séminaire de travail sur les finances avec les élus de la ville de Plaisir. Il faudra que nous prenions des décisions. Je ne suis pas à même aujourd'hui de vous le dire. Je ne cache pas le fait que nous sommes en réflexion, bien évidemment, parce qu'il y a des choix à faire. On est arrivé à un effet ciseau qui fait que cet effet ciseau, ou bien nous supprimons certaines actions. Vous savez, il y a des maires qui disent on va supprimer des crèches, on va fermer des gymnases. On en est là, véritablement. Je crois qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Vous savez, quand je suis intervenue au moment du podium là, avec M. Gérard Larcher, la chose que j'ai dite, la plus forte, je n'ai pas que attaqué le gouvernement sur les pertes de dotation, j'ai surtout dit il faut que la population comprenne qu'on est dans un changement sociétal et qu'aujourd'hui les collectivités, qu'elles soient locales ou territoriales, devront effectivement abandonner certains services auxquels les habitants étaient habitués. En tout cas, la priorité pour vous, c'est d'abord les dépenses de fonctionnement avant les impôts locaux? Ou alors pour l'instant les deux sont sur la table? Les deux sont sur la table, bien sûr. Mais les dépenses de fonctionnement, vous savez, on a fait toutes les villes. On est très sérieux. On gère comme des pères et des mères de famille. On fait très attention. On est dans des économies vraiment qui n'impactent pas la population et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais je peux vous dire qu'on a tiré vraiment dans tous les sens. Mais à un moment donné, il faudra vraiment qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on n'augmente pas? Je vous le rappelle simplement, Plaisir n'a pas augmenté ses impôts depuis 2001. Donc c'est une solution envisageable, même si elle n'est pas encore totalement envisagée. Voilà. Joséphine Coleman-Berger, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. On parlera de la Casquie et des élections régionales. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie du maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. Votre ville va connaître un important changement le 1er janvier prochain puisque vous allez intégrer, ou plutôt réintégrer, la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, 30 ans après l'avoir quittée. C'est un retour aux sources finalement, c'est une chose logique aujourd'hui? Non, c'est pas un retour aux sources. C'est une prospective de décision d'État à laquelle j'adhère puisque ça me paraît une logique de territoire. Mais c'est une naissance. Moi, j'appelle ça comme ça. J'appelle pas ça une fusion. J'appelle pas ça une intégration. J'appelle ça une naissance, une renaissance à 12. Donc, j'ai toujours évoqué cela avec beaucoup de positivisme en disant que c'est important, ensemble, d'avoir cette double casquette, qui soit maire et en même temps intégration dans une nouvelle structure territoriale. Comment ça se passe concrètement, cette intégration? Vous avez des réunions avec les autres maires de la commune? Vous travaillez ensemble?
Oui, c'est préférable. Je peux dire que j'ai trouvé que c'était un peu tardif à mon goût parce que j'aurais aimé que nous commencions beaucoup plus tôt. Mais bon, il est vrai que je sais que la Casquie avait aussi des changements importants, difficiles à gérer aussi. Donc, j'en veux véritablement à personne. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Et puis d'autre part, je considère qu'on a un projet de territoire à mettre en place. Ce projet de territoire, aujourd'hui, il est ce qu'il est sur la Casquie. Moi, j'ai d'autres ambitions. Et je crois que les maires qui rentrent actuellement, en tout cas les 5 que je côtoie très fréquemment, c'est-à-dire les 3 de la communauté de communes dont j'ai la présidence, plus les 2, Coignères et Maurepas, on a les mêmes visions, c'est-à-dire de ce nouveau projet de territoire que nous souhaitons mettre en place. Aujourd'hui, d'un point de vue politique, sur les orientations, dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, social, est-ce qu'on vous associe aux discussions au sein de la Casquie ou alors finalement vous allez arriver le 1er janvier, puis voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout ou alors non? J'ai pas un caractère à accepter ça, je vous le dis tout de suite. Non, bien sûr que non. On s'entend très très bien avec les maires qui sont de l'autre côté, et Michel Laugier, pour ne pas le citer, le président. Et bien sûr, là, on a des réunions régulières tous les 15 jours pour discuter des compétences, qu'elles soient obligatoires ou qu'elles soient optionnelles. C'est sûr qu'on est dans cette demande-là, justement, de remise à plat de la donne. Et puis, je pense que c'est une opportunité, véritablement, pour la Casquie. Oui, pas pour nous forcément, mais pour la Casquie aussi. Pas pour vous forcément? Non. Pour la Casquie aussi. Pourquoi pas pour vous, finalement? Il y a plus de risques pour plaisir que d'avantages? Non, il n'y a pas plus de risques, mais il faut être conscient quand même que la Casquie a 40 ans d'existence, on va dire, dans ses différentes structures. Et nous, on rentre dans un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, on soit malheureux en tant que c'est aussi ville. Un moyen de rentrer dans un territoire où il y a une dynamique économique importante, vous pouvez en profiter également. Que nous apportons. Vous apportez. Comment on prépare techniquement justement une telle intégration? Est-ce qu'il y a une mise à jour par exemple des logiciels? C'est vrai qu'on peut se poser la question, on parle d'intégration, est-ce qu'il faut mettre à jour les logiciels, les logos sur les petites plaques, sur les cartes? De toute façon, j'ai bien envie qu'on change le nom, de toute façon, puisque je vous ai parlé de renaissance ou de naissance. D'accord. Donc le nom, il faudra qu'il change. De toute façon, c'est une demande que j'ai faite assez expressément, c'est pas du tout... Comment elle a été reçue cette demande? Bien. Si bien, parce que le mot de Saint-Quentin restera à l'intérieur. On n'a pas eu la prétention de dire qu'il faut mettre plaisir dans le nom. C'est pas du tout ça. C'était pour donner aussi à la population cette image, je dirais, de changement et d'ouverture. Non, on travaille véritablement en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on évoque tous les sujets. Mais c'est sûr qu'on a peut-être un tour de retard, nous, puisque les maires qui aujourd'hui sont à la Casquie connaissent parfaitement bien les rouages de la Casquie, alors que nous, on les connaît quand même beaucoup moins. Donc, on a un temps d'adaptation. Et puis, mais par contre, on a une volonté très forte. Pour les Plaisirois, ça va changer quoi concrètement, cette intégration? Ils vont voir le changement au quotidien, vous pensez? Peut-être plus de transports en commun, même pas? J'aimerais, c'est quelque chose que je souhaiterais, bien sûr, mais je pense qu'au quotidien, ils vont rien remarquer. Vous savez, les structures vont rester au même endroit, les routes ne vont pas bouger. Plus de moyens financiers, non? Le fait d'être à 12, ça permet de mutualiser. Moins de dépenses, j'aurais tendance à dire. Plus de moyens financiers, j'aimerais bien, mais j'en suis pas sûre. Moins quelque part, on peut peut-être mettre de l'argent autre part. Oui, parce que quand on mutualise, normalement, si on a une bonne intelligence de fonctionnement, on devrait mutualiser. Ça nous permettrait effectivement d'avoir moins de dépenses et donc de mettre ailleurs. Et puis, la mutualisation aussi permet d'avoir des enjeux et des projets beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, vous savez très bien que les collectivités peuvent plus elles-mêmes mettre en place, des structures aussi importantes, ne serait-ce qu'une piscine. Si on est en intercommunalité, on peut peut-être y réfléchir. Avant, Plaisir, c'était la grande ville de la communauté de communes de l'Ouest parisien, une intercommunalité de 3 villes à l'époque. Là, vous êtes une ville parmi 12. Est-ce que c'est une source, là aussi, d'inquiétude? J'utilise beaucoup de mots, mais c'est vrai que c'est nouveau aussi pour Plaisir de finalement se fondre comme ça dans la masse. Non, je vous parlais de... Moi, je ne la vois pas. Aucune appréhension. Aucune appréhension, mais vraiment aucune. Quand je dis moi, je parle pour les 3 communes. En tant que présidente de la communauté de communes, on vient pour construire quelque chose. Donc, j'arrive à avoir, une double casquette. J'arrive à garder ma casquette de maire en tant que proximité et j'arrive à envisager ce travail en collectif avec les autres. Vous savez, être metteur en scène, c'est travailler avec toute une équipe. Et on arrive à un bon projet. L'avantage de l'expérience. Il n'y a pas de raison que là, on n'y arrive pas. On va être 12 de bords complètement différents, mais moi, je suis très optimiste et très constructive. Alors, précisons que pour le moment, la Casquie est composée de 7 communes et qui rassemble à peu près 145 000 habitants et que le 1er janvier, ça sera donc 5 communes de plus, Plaisir, les Clés-sous-Bois, Coignères, Maurepas et Villepreux pour atteindre 230 000
habitants. Un sujet a fait débat il y a quelques semaines au sein de la Casquie, entre les élus de gauche et les élus de droite, c'est la baisse des moyens pour la culture. La Casquie concentre désormais ses ressources sur ses propres équipements, la salle du Prisme à Elancourt, le Théâtre National par exemple. Est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet qui peut vous inquiéter, puisque vous êtes, vous le disiez, la culture c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que la façon dont est géré le domaine culturel au sein de la Casquie, ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Je n'aime pas les caricatures. Donc les prises de décision un peu hâtives, je dirais. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on n'aime pas la culture, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on aime la Merci culture. de l'avoir dit pour moi. Vous voyez, j'ai même pas. Non, je voulais comprendre si c'était ça que vous disiez. Mais c'était ça, c'est exactement ça. Donc et puis je pense aussi dans le caricaturel, il y a aussi le fait que dans les budgets, il est toujours plus facile de couper la ligne budgétaire culturelle que les autres lignes qui sont parfois beaucoup plus importantes que la culture. Et je considère que la culture, sans vouloir ressortir la fameuse sémantique du lien social de la culture, c'est quand même ça, il ne faut pas l'oublier. Alors après, je ne connais pas le sujet parfaitement de la Casquie et j'ai bien entendu parler... Les élus de gauche n'ont pas essayé de vous appeler pour votre appui déjà ? Je ne crois pas. Non, en tout cas, non. Mais en tout cas, c'est vrai que même dans les difficultés les plus fortes, c'est pas forcément là où je coupe en premier, en ce qui me concerne. Et c'est pas uniquement, je crois, parce que je viens de la culture, c'est parce que je crois que fondamentalement, c'est important pour une ville ou pour une interco. Vous devrez siéger en tant que maire comme vice-présidente. Est-ce que la culture, c'est une vice-présidence qui vous irait bien ? J'imagine qu'on réfléchit déjà à... on n'en a pas vraiment parlé parce qu'on est plutôt sur les structurations de fonds et on n'est pas en train de se partager les vice-présidences. Moi, je sais que, bien évidemment, Plaisir aura sa place en tant que vice-présidence puisqu'on est quand même la deuxième ville plus importante des 12. Donc, il faut qu'on soit là quand même. Mais c'est vrai que de là à dire « moi, je veux ci, moi, je veux ça », vous savez, en tant que maire aujourd'hui à Plaisir, je m'occupe autant de l'urbanisme et du développement économique, du sport, que de la culture. La culture, elle fait partie d'un tout et je crois que quand on a une responsabilité, quelle qu'elle soit, il faut penser de façon globale et non pas de façon séquencée. Dernier sujet de cette hebdo politique, les élections régionales. Elles approchent les 6 et 13 décembre prochains. Les élections régionales, en qualité d'élu local, c'est quelque chose qui vous concerne pleinement ou finalement c'est assez loin ? Ah non, ça me concerne pleinement. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des strates qui se démultiplient et on ne sait toujours pas quelles vont être les compétences des uns et des autres à terme. Donc aujourd'hui, moi je suis au département, donc je connais les nôtres. Celles de la région, on les connaît, mais on ne sait pas si elles vont être celles-là. Elles sont principalement économiques. Elles sont principalement des voiries économiques, mais il est clair que la région garde aujourd'hui un budget colossal au niveau de l'Île-de-France qui fait qu'on ne peut regarder ça qu'avec beaucoup d'intérêt quand on est un élu de proximité. Donc, quels sont vos moyens d'application d'ailleurs pour vous, pour votre parti, peut-être les Républicains et sa candidate Valérie Pécresse ? Est-ce que vous avez un moyen d'agir dans cette campagne ? Est-ce que vous avez envie de le faire ? Est-ce que vous le faites ? Je le fais, j'en parle autour de moi, je parle de l'importance de ces élections, parce que je crois que les gens doivent comprendre à quoi sert aussi la région Île-de-France. On est quand même une des régions les plus importantes de France, donc ça vaut quand même la peine. Si ce n'est même la plus importante. La plus importante, oui, je restais modeste, mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser. Je vais vous dire, et je suis très honnête, vous avez pu remarquer que je n'ai pas trop de langue de bois, c'est difficile de motiver les gens. Hein. D'abord, ils en ont marre. Vous essayez d'en parler autour de vous et finalement j'en parle. On vous parle d'autre chose. J'en parle aux habitants, j'en parle aux militants de la ville, j'en parle aux élus. C'est assez compliqué. Non, on ne peut pas dire qu'on ressente une passion, mais je vais tout faire pour qu'elle vienne, la passion, entre maintenant et le mois de décembre. Un mot pour terminer sur le Front National qui pourrait ravir plusieurs régions, notamment dans le Nord avec Marine Le Pen face à Xavier Bertrand, le candidat de la droite. Votre parti est contre le Front républicain. Est-ce que ça vous va cette technique ? Et contre le Front National, vous voulez dire ? Également, peut-être. En tout cas, contre le Front républicain. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des Républicains de se retirer si le Parti socialiste est en position de l'emporter face au Front National ? On a dit pas de langue de bois, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Vous voyez hésiter au moment de répondre. Vous me reposez la question ? Non. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est toujours des histoires de secteurs, hein, vous savez, de personnes. Hein. Vous ne connaissez pas assez le terrain, par exemple, du nord de la France pour vous prononcer ? Mais c'est pas de la langue de bois, mais j'ai beaucoup de mal avec le Front National, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai énormément de mal. L'hebdo politique sur Sensation.
C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Joséphine Coleman-Berger d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Plaisir, actuel président de la communauté de communes de l'Ouest parisien et conseillère départementale. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous, à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci. L'hebdo politique sur Sensation.